Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous parler d'un manga sur lequel je devais faire des reviews depuis un moment, mais je me suis enfin mise à jour. Il s'agit bien évidemment de Yuki Holder. Si vous avez lu dans les commentaires, effectivement, je voulais faire des reviews dessus depuis un moment. Alors, donc le chapitre 87 est sorti donc hier. Et j'en ai profité pour vous faire donc cette vidéo, pour vous faire un petit résumé dessus. Ensuite, revenir sur ce qui se passe dans le chapitre 87. Et ensuite, je finirai par faire un petit débriefing sur ce que je pense du manga en général et mes attentes pour la suite. Donc, tout d'abord, tout commence avec le personnage de Konoe Tota, qui est prétendument le petit-fils de Negi Springfield au début du manga. Une succession d'événements fait qu'il va se retrouver obligé de quitter son village natal avec celle qui l'a recueilli il y a 2 ans de ça, suite à la mort de ses parents, et qui nous est donc présentée comme étant Évangéline de Negima. Mais elle porte désormais le nom de Yukihime. Tota va donc rejoindre une organisation d'immortels dont Yukihime est le boss. Il rencontrera successivement Senakama, l'androgyne et en réalité hermaphrodite Kuromaru de l'école Shinmei que l'on connaît désormais bien, le cyborg Iku, la très taciturne Karine, la petite Kyrie, sponsor de l'organisation ayant la capacité de remonter le temps, en se donnant la mort tout simplement, et le revenant Santa, ainsi que le désormais très connu Fate Avernicus. On sait jusque-là que Negi est supposé être le grand-père de Tota et qu'il est encore en vie, mais qu'il serait comme prisonnier ou du moins scellé quelque part et que seul Tota aurait le pouvoir de le libérer selon les dires de Fate Avernicus. Pour ce faire, il doit donc devenir plus fort et c'est donc tout naturellement qu'il accepte de participer au célèbre tournoi d'arts martiaux de l'école Maora lorsque Mana Tatsumiya lui en parle, en soulignant que son grand-père Negi y participera également. Néanmoins, après que Fate et Yukihime remarquent que le magicien du commencement est lié de près à tout ça, donc à l'inscription de Negi au tournoi d'arts martiaux, ils décident d'y participer et ordonnent à Tota de rester en dehors de tout ça. Afin qu'il n'interfère pas, Yukihime ira même jusqu'à lui dire qu'elle n'a pas besoin de lui. Tota, qui a des sentiments pour elle, va se vexer et va s'enfuir. Lors de sa fugue du QG, il va rencontrer Afro et son acolyte, 2 développeurs d'applications magiques. Et les événements feront que Tota rencontrera une étrange fille encapuchonnée qu'il appelle Frangin et qui n'a qu'une seule ambition, le tuer, car il est une copie défectueuse. On comprend alors que Tota est en réalité un sujet d'expérience visant à créer un clone de Negi afin de préserver ses capacités magiques, car ce dernier ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ce qui nous est révélé, mais cela me laisse quand même plutôt sceptique. Je vous dirai plus tard pourquoi. Néanmoins, même si Tota est plus que troublé par cette annonce, il décide tout de même de participer au tournoi d'arts martiaux qui aura donc lieu dans 1 an, afin de faire ses preuves face à Yukihime, lui montrer à quel point il peut être important pour elle, comme le fut Negi et encore avant lui Nagi dans son temps. Aussi, il décide de participer au tournoi car l'étrange ennemi encapuchonné lui en a plus ou moins donné l'ordre car sinon elle fait sauter la ville. Voilà. C'est donc auprès de Dana, la sorcière des failles, que Tota et ses amis suivront un entraînement draconien et personnalisé afin de progresser au maximum dans leur domaine de compétences. On apprend que Dana fut le maître de Yukihime lorsque l'on voit cette dernière dans le château de la sorcière. Il s'agira en réalité d'une projection issue d'une faille dans l'espace-temps, mais Tota n'a que faire de tout cela et décide de révéler ses sentiments à Yukihime, qui était alors encore connue comme Evangeline McDowell. Et voilà cette image que je trouve juste magnifique. Finalement, les jours passent pour Tota et à mesure que les années s'écoulent dans l'espace-temps d'Evangeline, elle lui laissera finalement un message lui disant que 280 ans plus tard, pour elle, soit 4 jours pour Tota, elle l'attendra à leur point de rencontre habituel. Tout pourrait très bien se passer, mais néanmoins, Tota est forcé de courir environ 500 km afin de récupérer un livre qui, une fois lu, mettra fin à son entraînement et lui donnera toutes les capacités dont il a besoin. La tâche prend normalement entre 2 semaines et 1 mois, mais celle-ci devra être accomplie en seulement 4 jours s'il veut tenter de revoir la petite Kitty une dernière fois avant son départ. Donc, il est alors Tota est donc plongé dans un duel contre le temps, chaque seconde compte, et Tota décide de faire équipe avec Kyrie. Bon, on apprendra que Kyrie va en réalité faire ça car c'est stratégique, elle n'a aucune envie que ses petits secrets, les secrets qu'il a écrits dans son livre, le livre que Dana a fait pour elle, soient révélés au grand jour. Donc dans ce dernier chapitre, le 87, on découvre qu'il faut regagner au plus vite l'autre point de la rive, et pour cela, Tota est obligé de courir à même l'eau,
en mode quick move en fait. Connaissant Akamatsu et ses habituelles courses contre la montre, je sais très bien que cela ne se passera pas sans encombre. Je trouve la relation entre la petite Kitty et Tota très émouvante, surtout car on en a beaucoup plus appris sur Evangeline. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, si je suis une grande fan de Dark Evangeline, l'évangile des ténèbres, je dois avouer que j'aime moins Yukime. En fait, en tant que tel, c'est un personnage très classe que j'aurais pu adorer, mais lorsque l'on sait, que lorsqu'elle est sous cette forme, c'est au détriment de la petite gothique Lolita que l'on connaissait avec ses longs cheveux et sa petite frange telle que Nagi l'avait rendue en fait. Bah, ça me rend un peu tristounette. Je préfère l'ancienne forme d'Evangeline. Mais bref, j'imagine très bien comme elle a dû souffrir, de plus elle n'a jamais connu l'amour, et je trouve que ce serait une belle chose qu'elle le fasse aux côtés de Tota. Même si Kuromaru est tiraillé entre ses sentiments pour Tota et son devoir d'homme, on sait très bien qu'à ses 16 ans, il restera homme et qu'il redeviendra réellement le partenaire de Tota, comme l'était Kotaro aux côtés de Negi, dans Negima. Il y a la même ambiguïté entre Tota et Kuromaru qu'il y avait entre Konoka et Setsuna, et on sait très bien comment ça s'est fini. Néanmoins, on sait très bien que ce genre de choses ne se fera pas. De plus, on sent bien que, comme d'habitude, beaucoup de personnages tomberont amoureux du perso principal. Même si on n'est pas dans un genre harem, c'est comme qui dirait le truc de Akamatsu. Tout le monde aimait Hitoshi dans Non-Stop, pareil pour Keitaro dans Lovina, et de même pour Negi dans Negima. On voit bien que Kyrie aime aussi Tota. D'ailleurs, elle me fait beaucoup penser à Shisame avec une once de Paru. Et leur duo me fait vraiment, vraiment rire. Là, je trouve que c'est très bien pour le scénario que ce soit ces deux personnages qui avancent tous les deux afin de mener à bien leur objectif. Surtout que Kyrie est la seule à avoir remarqué qu'il y avait une fille derrière tout ça, derrière l'étrange attitude de Tota. Kuromaru, lui, de son côté, va pouvoir être peut-être plus en paix avec lui-même et savoir qui il est vraiment, ce qu'il recherche. Homme, femme, il le saura à la fin de cette quête. Quant à Santa, lui, il est un peu là pour rien avoir. Enfin, je veux dire, il cherche pas forcément à devenir plus fort. Lui, on sait qu'il a toujours sa chair et tendre nécromancienne dans le cœur. Et que c'est d'ailleurs grâce à ça que Sayoko grâce au livre qu'il retrouvera, que Sayoko pourra communiquer avec lui. Donc voilà. Je pense que on n'aura pas le même problème que dans Fairy Tail. Connaissant Akamatsu, on saura diriger sur tous les personnages, qu'est-ce qu'ils font à tel moment dans ce monde-là. Comme quand on était au tout début du monde magique et qu'on voyait qu'il y avait Maki avec Yuna qui étaient de leur côté en train de galérer. On avait Kaede avec Asuna, ensuite on avait telle personne, nanana. Voilà, je trouvais ça génial. Bref, en tout cas, je vais vous dire ce que j'imagine pour la suite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va divaguer sur tous les personnages, ils vont accomplir leur objectif, mûrir, etc. Et je pense que le tournoi ne se passera évidemment pas comme prévu. Je pense que le magicien du commencement s'y auto-invitera. À mon avis aussi, on reverra forcément Negi. Mais je ne pense pas que Tota ne soit qu'un simple clone d'ailleurs. À mon avis, il y a une autre vérité là-dessous, sinon ça semblerait étrange qu'on ait directement la révélation sur ses origines. Enfin, je veux dire, ce serait beaucoup trop tôt. De plus, s'il possède la magie d'Asuna, donc la magie de Mars, et aussi bien que celle de Negi, donc la magie de Vénus, c'est bien qu'il doit être le sauveur de l'humanité. Il n'est donc pas juste une copie ratée. On sait très bien où Akamatsu veut en venir. Enfin, on sait où est-ce qu'il veut nous emmener. Mais je me demande quand même comment est-ce qu'il traitera l'avancée de la relation entre les personnages et surtout entre Yukihime et Tota. Parce que là, j'ai juste du mal à imaginer la relation entre les deux. Mais il y a quand même quelque chose là-dessous. On sait que Yukihime était folle amoureuse de Nagi, qu'elle a eu des sentiments vers Negi parce qu'elle faisait cette sorte de transfert. Mais Negi, lui, n'a choisi personne, malgré toutes les prétendantes qu'il avait autour de lui. Pour moi, si vous auriez dû me demander qui est-ce qu'il aimait réellement, j'aurais dû dire qu'il aimait son maître. Il aimait Evangeline, c'était clair et net. Mais d'un autre côté, je me demande s'il n'avait pas quelques sentiments envers Shisame. C'est plutôt ambigu puisque tout le monde aimait Negi. Tout le monde, sans exception. Peut-être que Setsuna était l'exception qui confirmait la règle. Mais à part ça, voilà. En tout cas, tout le monde l'aimait, mais on sait qu'il n'a pas eu d'enfant, qu'il ne pouvait pas en avoir. Enfin, ça nous a carrément dit qu'il ne pouvait pas en avoir. Alors, est-ce que c'est Negi avait une maladie, ou est-ce que c'est le fait qu'il possédait en lui la Magia Erebea, on va dire la magie de Vénus, voilà, qui l'empêchait d'avoir des enfants. C'est possible. On sait que Shaolin Chen venait d'un futur alternatif où elle serait la descendante de Negi, qu'elle venait donc de Mars inversée, comme elle le disait d'elle-même, c'est une martienne. Mais d'un autre côté, on sait très bien que Negi devait choisir entre le bien et le mal, la magie blanche ou la magie noire. Peut-être que s'il avait choisi la magie blanche, il aurait pu avoir Shaolin Chen. En choisissant la magie noire, il ne peut pas avoir d'enfant.
une raison X ou Y, je ne sais pas pourquoi, la magie noire détruit toutes les cellules, je sais pas. Enfin voilà, il ne peut point avoir d'enfant, c'est un fait, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont cachées derrière, on ne connaît pas, enfin, on n'en est pas réellement toute l'étendue de cette magie, puisqu'en réalité on a appris que Tota était devenu immortel car il avait cette magie en lui, et pas parce qu'il avait ingéré le sang de Yukihime. Mais d'un autre côté, pour moi, s'il était devenu tel quel, c'est justement parce qu'il avait, enfin, s'il avait la magie Aeribia en lui, pardon, j'ai du mal avec ce terme, c'est justement parce qu'il avait ingéré le sang de Yukihime, puisque cette magie a été créée par Evangeline, on le sait très bien. D'un autre côté, il y a quand même un élément qui me perturbe plutôt pas mal, c'est le fait que, on voit très bien quand Santa fait ses recherches, il voit qu'en réalité, Tota avait 4 ans et que lui il se considère comme n'ayant vécu qu'à partir, enfin que il y a 2 ans, que c'est une expérience d'il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé 2 ans avant que Yukihime le trouve? Qui sont réellement ces gens qu'il considérait comme ses parents? À mon avis, tout simplement, vu qu'il y avait de l'entraide au sein de la 3e A, voilà, tout simplement, je pense que s'il porte le nom de Konoe, c'est tout simplement que Negi avait dû rester en relation avec Konoka, Konoe, qu'elle a eu un fils, et tout simplement, il a dit écoute, c'est ton fils, j'aimerais bien qu'il s'occupe de ce gamin, enfin, ou que quelqu'un, n'importe qui, Evangeline, ou je ne sais pas qui, même Fate, lui a dit écoute, faut que ce soit ton fils qui s'en occupe, qu'il élève comme un enfant. Peut-être que le fils de Konoka arrivait pas à avoir d'enfant, enfin voilà, et tout simplement, ils l'ont baptisé Tota Konoe, parce que ça passait à travers, pour qu'il ait une enfance normale. On voulait éviter qu'il mène à bien sa destinée. Quelle était sa destinée? Qu'est-ce qu'il devait faire exactement en tant que clone de Negi? Pourquoi Negi doit-il avoir un clone s'il est prétendument immortel? Voilà. Pourquoi préserver sa magie? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ça. Aussi autour du magicien du commencement qu'il a à ce visage-là, alors que lorsqu'on l'avait revu, il avait le visage du père Negi, puis celui de la petite Asuna, Anteofuchsia, Vesperina, je ne sais plus trop quoi. Bref, pardon. Voilà, donc beaucoup de mystères pour le moment. Moi, je pense que cette aventure s'inscrit vraiment dans la continuité de Negima, il n'y a pas photo. Même si on ne revoit pas tout le temps des personnages de la 3e A, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on les voit de temps en temps. Il y a des allusions, on a revu Mana, pardon. On revoit quelques personnages, par exemple, on a vu Yue avec Kyufei qui participait au tournoi d'arts martiaux. On a plus ou moins vu Asuna, puis aussi, c'est marrant parce que le nom de Santa, c'est Sasaki, et on sait que Maquillé, son nom, c'était Sasaki aussi. Enfin bref. Voilà. Donc, c'est des petites références comme ça. Je vais pas chercher à en trouver partout, mais disons que forcément après tout ce qui s'est passé après que Negi ait mis son plan exécution, il y a forcément eu des personnages, enfin on le voit bien, il a fait équipe avec Chachamaru, avec Evangeline, avec Asuna, avec Nodoka, avec Yue, avec d'autres personnages. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On le sait pas vraiment, on le suppose, mais on sait que son plan a été plutôt bien accueilli, même s'il y a beaucoup de disparités sociales qui en ont découlé. Voilà, donc c'est des enjeux qui sont mis aussi en avant dans l'histoire, surtout à travers le personnage de Santa, et ça je trouve ça très intéressant. J'ai trouvé que le combat de Santa et celui de Sayoko était très justifié. Voilà, le petit passage The Walking Dead aussi était sympa, mais voilà. Moi, je trouve en tout cas que ce manga pour le moment est très sympa. Mais disons que le rythme le rythme hebdomadaire de parution des chapitres est peut-être un peu lent pour réussir à vraiment à faire des reviews dessus chaque semaine. Je le ferai quand même, hein, vraiment, je me suis lancée dedans maintenant, voilà, ça y est, c'est parti. Mais cependant, je me demande comment est-ce que tout cela va tourner, parce que dans un chapitre, il peut se passer énormément de choses, tout comme il peut pratiquement rien se passer, comme on le voit là dans ce chapitre, c'est pas passé grand-chose. Tota est avec Kyrie, il vogue vers l'autre côté de la rive, et ils ont 4 jours, voilà. Donc là, les 4 jours, on sait que ça va être semé d'embûches, que ça va se passer très difficilement. On le voit, on le sait d'avance, sinon Kyrie, il n'y aurait eu aucun intérêt à ce qu'elle fasse ce point de sauvegarde dans la bibliothèque, c'est logique. Voilà. En ce qui me concerne, j'espère que si vous ne connaissez pas encore Yuki Holder, que vous allez apprécier. Et pour toutes les personnes, ou du moins une personne en particulier, qui voulait que je fasse des reviews dessus, j'espère que celle-ci lui aura plu. Voilà. Eh bien, moi je vous fais des gros bisous. Salut!